Les États-Unis se préparent à organiser le Moyen-Orient élargi sans leurs troupes. Ils devraient capitaliser sur les erreurs commises depuis 5 ans par l'Iran pour créer une alliance militaire judéo-sunnite contre les chiites, dénommée OTAN arabe par la presse. Alors que le Pentagone se retire du Moyen-Orient élargi pour s'investir dans le bassin des Caraïbes, la Maison-Blanche s'apprête à réorganiser ses alliés dans la région. Dans ce but, les 14 et 15 février se tiendra à Varsovie, en Pologne, une réunion ministérielle visant à promouvoir un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Tous les alliés des États-Unis y participeront, mais pas leurs partenaires, ni la Russie, ni la Chine, ceux qui sont le plus concernés géographiquement parlant. Le 10 janvier 2019, lors d'une conférence à l'université américaine du Caire, le secrétaire d'État Mike Pompeo en a fixé les objectifs. S'opposer au régime iranien et à ses mandataires, mettre en place une alliance stratégique juive sunnite contre l'Iran chiite. On ne peut qu'être désolé devant la confessionnalisation de la politique extérieure américaine. Elle doit être rapprochée du retour d'Elliott Abrams au département d'État après 30 ans d'absence. Ce trotskiste, rallié en 1980 au président républicain Reagan, est un des fondateurs du mouvement néoconservateur. Il est aussi l'un des initiateurs de la théopolitique, cette école de pensée alliant juifs et chrétiens sionistes, selon qui la terre sera en paix lorsqu'elle sera dotée d'un gouvernement mondial basé à Jérusalem. Contrairement à une idée reçue, les néoconservateurs ne sont pas les ennemis de l'Iran, ni les amis d'ailleurs. Ils ont toujours considéré qu'il fallait maintenir un équilibre entre Arabes et Perses. Ainsi, Elliott Abrams participa à l'opération Iran-Contras, consistant notamment à vendre des armes israéliennes via Sheikh Hassan Rouhani, l'actuel président iranien, à l'ayatollah Hachemi Rafsanjani, qui devint à cette occasion l'homme le plus riche de son pays, pour résister à l'attaque irakienne, elle aussi commanditée par Washington. Cette opération étant conduite à l'insu du Congrès, il fut condamné puis amnistié par le président Bush Senior. Durant cette période, il fut impliqué dans divers massacres au Guatemala, au Salvador et au Nicaragua. Les trotskistes de la revue de l'American Jewish Committee, qui rallièrent contre lui Reagan, entendaient à la fois lutter contre l'URSS pour poursuivre la lutte de Léon Trotsky contre Joseph Staline et réaliser un coup d'État mondial, pour autant que ce concept ait un sens. Elliott Abrams participa donc à la création de l'Institut des États-Unis sur la paix, US Institute of Peace, qui instrumenta l'humanitaire pour promouvoir l'impérialisme américain, et du Fonds national pour la démocratie, NED, qui réalisa les révolutions colorées entre autres, dont il est toujours un des directeurs. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la théopolitique comme une justification religieuse d'une prise de pouvoir mondiale. Le congrès fondateur de la théopolitique fut financé par l'Izmaïlovskaïa, une organisation criminelle russe, dont selon la justice espagnole, Mikhail Cherné, Oleg Deripaska et Iskander Makhmoudov faisaient partie à l'époque. Sous la présidence Bush Jr., Abrams revint discrètement à la Maison-Blanche auprès de Liz Cheney, la fille du vice-président Cheney. Au Conseil de sécurité nationale, il supervisa le coup d'État contre le président du Venezuela, Hugo Chavez. Il s'opposa, mais un peu tard, au déséquilibre créé par Washington, qui, en éliminant à la fois les talibans et le président Saddam Hussein, permit à Téhéran de s'imposer régionalement. Il travailla au sein du groupe pour la politique et les opérations en Iran et en Syrie, puis il fut chargé de la stratégie pour une démocratie globale. Il fut le principal expert de la conseillère de sécurité nationale, Condoleezza Rice, durant la guerre israélienne contre le Liban de 2006. La conférence de Varsovie, la réunion ministérielle visant à promouvoir un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient, devrait être coprésidée par le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, et par la vice-présidente du gouvernement polonais, Beata Szydło, qui n'a aucune compétence en la matière.
D'ores et déjà, considérant que les États impliqués dans la guerre contre la Syrie seront privilégiés, Israël revendique quantité d'opérations anti-syriennes qu'il s'était refusé jusqu'ici à commenter. Le chef d'état-major des armées, le général Gadi Eisenkot, a ainsi déclaré que l'État hébreu avait soutenu les djihadistes dès le début des événements, leur avait fait parvenir quantité d'armes et les avait soutenus militairement en bombardant des forces syriennes. Toutes sortes de choses que nous avons clamées depuis 8 ans et qui sont désormais officielles. Inquiet de ce qui pourrait se décider à Varsovie, Moscou a envoyé une délégation de haut niveau à Tel Aviv afin de sonder les volontés d'Israël. Il importe de conserver à l'esprit que les États-Unis n'ont jamais lutté contre l'Iran en général, mais ont presque toujours choisi qui devait le gouverner. Ainsi, en 1941, ils ont aidé les Britanniques à déposer Reza Shah pour installer Mohammad Reza Pahlavi. Ce sont eux qui, en 1953, ont contraint le Shah à se séparer du nationaliste Mohammad Mossadegh pour imposer le général nazi Fazlollah Zaidi. Ce sont eux qui ont poussé en 1979 le Shah à se retirer et ont organisé le retour de l'ayatollah Ruhollah Khomeini. L'Iran contemporain se trouve emprisonné dans ses contradictions, d'abord entre son discours et la réalité. La République islamique ne cesse de présenter Israël et l'Arabie saoudite comme ses ennemis absolus. Or, les faits contredisent aussi bien la théorique de Téhéran que celle de Tel Aviv et de Riyad. Par exemple, les trois pays ont combattu ensemble en 1992-1995 aux côtés de l'OTAN et des musulmans de Bosnie-Herzégovine. Ou encore la société EAPC qui gère actuellement le pipeline Eliat Ashkelon et la propriété conjointe de l'Iran et d'Israël. Deuxièmement, même s'ils font bloc face aux étrangers, les dirigeants iraniens sont extrêmement divisés entre le guide de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, et le président de la République, le cheikh Hassan Rouhani, et le chef de l'opposition, l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, placé en résidence surveillée depuis un an et dont les principaux collaborateurs ont été emprisonnés à l'issue de procès tenus secrets. Le président Barack Obama a secrètement négocié à Oman, à la fin du second mandat d'Ahmadinejad, avec l'équipe de Rafsanjani Rouhani. Le principe de l'accord sur le nucléaire a alors été acté. L'ayatollah Khamenei a fait écarter le candidat Ahmadinejad à l'élection présidentielle par l'ayatollah Ahmad Janati et a favorisé l'élection de Cheikh Rouhani, probablement en ignorant certains aspects de l'accord qu'il avait conclu avec Obama. Cheikh Rouhani a misé sur son accord secret avec les démocrates américains. Il a ainsi anticipé la levée des sanctions états-uniennes et a promis aux électeurs des jours heureux. Une fois élu, il a démantelé le système de contournement des sanctions, puis afin de négocier en Suisse avec les grandes puissances, ce qui avait déjà été acté avec les seuls États-Unis. Or, la signature de l'accord 5+1 n'a pas été suivie de la levée des sanctions. L'économie iranienne, n'ayant plus la possibilité de les contourner, s'est littéralement effondrée. Lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il a déchiré l'accord avec l'Iran, plongeant l'équipe Rouhani dans la panique. Celle-ci a commis l'erreur de croire que ce président serait rapidement destitué et que les démocrates reviendraient vite au pouvoir. Elle a rejeté l'offre de négociation de Donald Trump et se trouve aujourd'hui étranglée économiquement. Le cheikh Hassan Rouhani, qui avait fait campagne en 2013, en ne cessant de répéter que son pays ne devait plus dépenser un rial pour libérer la Palestine et soutenir le Hezbollah et la Syrie, n'a rien entrepris avec ses alliés depuis son élection. Progressivement, les gardiens de la révolution ont cessé de défendre la Syrie et n'ont offert leur concours à Damas que pour venir en aide à la minorité chiite. Durant près de 2 ans, Téhéran n'a pas désigné d'ambassadeur à Damas, en Syrie. Ce n'est qu'en décembre 2018 qu'il a envoyé de hauts responsables de son gouvernement en Syrie. Ils ont alors signé des accords économiques prêts depuis 5 ans et qui ne correspondent plus du tout aux besoins des Syriens.
cherchant à convaincre l'ayatollah Ali Khamenei de retirer les gardiens de la révolution de Syrie, le président Cheikh Hassan Rouhani s'est rapproché de la Turquie, avec laquelle ses amis entretenaient d'excellentes relations, et avec la Russie. Pourtant, Cheikh Rouhani avait par ailleurs négocié avec les États-Unis et l'Autriche la livraison du pétrole iranien aux Européens à la place des hydrocarbures russes. Quoi qu'il en soit, les trois pays ont d'abord effectivement rapproché leurs points de vue. Cependant, la dernière réunion à Téhéran avec les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan s'est soldée par un échec. Elle a immédiatement été suivie d'une rencontre russo-turque où les différends ont été réglés sans les Iraniens. Simultanément, l'effondrement économique et financier de l'Iran ne permet plus au guide de la révolution de soutenir ses milices en Irak et le Hezbollah. Celui-ci n'est plus en mesure de verser les soldes de ses combattants. Seuls 60% des salaires ont été versés en janvier 2019. Depuis plusieurs mois, Israël bombarde des objectifs iraniens en Syrie sans que la défense russe ne les protège. Au cours des dernières semaines, Moscou a offert à Damas des missiles S-300 lui permettant d'assurer lui-même la défense antiaérienne du pays. Pourtant, les bombardements israéliens contre les Iraniens se sont poursuivis. Fin janvier 2019, selon l'agence turque Anadolu, 2 unités de l'armée arabe syrienne se seraient battues entre elles. La première était encadrée par des officiers russes, la seconde par des Iraniens. La conférence de Varsovie en Pologne intervient alors que les démocrates américains ont repris la majorité à la Chambre des représentants US. Pourtant, Cheikh Rouhani ne sera pas sauvé par eux. Il est probable que son pays va durement payer l'incohérence de sa politique. Alors je viens de vous lire un article de Thierry Messant, qui est un grand spécialiste du Moyen-Orient. J'avais la voix un peu cassée, j'en suis désolée, c'est exceptionnel. Et j'aimerais juste ajouter que cette étude géopolitique régionale doit être prise en compte en même temps que la nouvelle route de la soie, qui inclut la Chine, la Russie bien sûr, le Moyen-Orient, dont Israël, et une partie de l'Europe de l'Est notamment, et qui n'inclut pas réellement l'Iran. Alors est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est directement lié, c'est une conséquence directement liée au fait que l'Iran ne s'occupe plus vraiment de sa politique extérieure et se plonge plus dans l'anti-sanction et dans la politique sociale intérieure, un petit peu comme en France? Voilà.